27 juin 1944. L'aube se levait sur les collines ondulantes du nord de la France, peignant le ciel de nuances atténuées de rosée et d'or. Parmi les ruines d'un petit village situé à 6 miles à l'intérieur des terres, depuis la côte normande, le soldat de première classe, James Washington, 18 ans du corps des Marines des États-Unis, ajusta sa position derrière un mur de pierre, en ruine le cuir usé de sa fronde artisanale, rangé bien au fond de sa poche. Washington pensait que son unité progresserait d'ici midi, parvenant enfin à percer la ligne défensive allemande qui avait stoppé leur avancée pendant 3 jours. Il n'avait aucune idée que quelques heures plus tard, cette aptitude d'enfance sauverait des dizaines de vies et deviendrait l'un des exploits les plus improbables de toute la campagne d'Europe. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un petit bonjour dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Voici le récit extraordinaire de la façon dont l'ingéniosité et la pensée non conventionnelle ont transformé une situation apparemment impossible en un moment décisif qui allait changer à jamais notre compréhension de ce qui détermine la victoire sur le champ de bataille. Washington s'était engagé dans les Marines à 17 ans, ce qui avait nécessité la signature réticente de sa mère sur les papiers d'engagement. Ayant grandi dans la campagne de Géorgie, il avait développé une précision remarquable avec sa fronde, chassant le petit gibier pour aider à nourrir sa famille pendant les années de la Grande Dépression. À présent, en tant que membre du 659e bataillon de soutien logistique, l'une des unités afro-américaines ségréguées Washington se retrouvait rattachée aux premières lignes, livrant munitions et ravitaillement aux unités de combat lorsque les moyens de transport classiques devenaient trop risqués. Le capitaine Robert Miller, officier commandant l'unité de Washington, s'était montré au départ sceptique à l'idée d'avoir des Marines noirs sous ses ordres. « Ces hommes ne sont pas entraînés pour le combat », écrivit Miller dans son journal de campagne ce matin-là. Mais j'ai vu le soldat Washington traverser des terrains où les véhicules ne peuvent mais pas aller, en portant 2 fois la charge que l'on jugerait possible. Les hommes l'appellent Shadow, parce qu'il apparaît exactement quand il le faut, puis disparaît à nouveau. À 3 miles de là, Oberfeld Wiebel Klaus Schmid, de la 7e division d'infanterie allemande, ajusta sa lunette et balaya les positions américaines depuis son poste d'observation dans le clocher de l'église. Schmidt avait enregistré 27 coups, au but confirmé au cours des 2 jours précédents, arrêtant de fait l'avancée américaine à lui seul. Sa position semblait imprenable, trop élevée pour les grenades protégées de l'artillerie par les vieux murs de pierre et offrant des lignes de tir parfaites sur toute force approchante. Les Américains sont des créatures d'habitude, nota Schmidt dans son carnet de campagne. Ils tenteront de nouveau une attaque à 08h00. Leurs tentatives précédentes ont échoué, donc aujourd'hui ils essaieront probablement quelque chose de nouveau. Mais d'ici, je peux tout voir. Rien de ce qu'ils essayeront ne réussira. Le statu quo avait commencé lorsque Schmidt avait pris position en hauteur et éliminé systématiquement chaque officier américain qui tentait de mener une avancée. Les réserves de médicaments, de munitions et de nourriture diminuaient dangereusement parmi les unités américaines clouées au village. Le commandement avait conclu qu'une nouvelle attaque frontale entraînerait des pertes inacceptables, mais il ne pouvait pas contourner le village en raison de sa position stratégique qui contrôlait la seule route praticable pour le transport d'équipements lourds. À 06h00, le lieutenant-colonel James Harrison rassembla ses commandants de compagnie dans une ferme partiellement détruite à l'arrière des positions américaines. La réunion stratégique était tendue, les voix s'élevant parfois
au-dessus des sons lointains, des coups de feu sporadiques. Messieurs, nous avons perdu 17 braves en tentant de neutraliser cette position, dit Harrison, son doigt tapotant, la carte étalée sur une table en bois. L'artillerie ne peut pas trouver le bon angle sans mettre nos propres forces en danger. Le soutien aérien n'a été retardé à cause de la météo au-dessus de la Manche. Il nous faut une solution, et il nous la faut maintenant. Le capitaine Miller se tenait au fond de la pièce, réticent à prendre la parole. En tant que commandant d'une unité logistique, il n'était pas habituellement inclus dans la planification tactique, mais Harrison avait demandé la présence de tous les officiers, dans l'espoir de trouver une solution non conventionnelle. Mon colonel, dit finalement Miller, « J'ai peut-être quelque chose, ou plutôt quelqu'un. » Les officiers se tournèrent vers lui, avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme le plus franc. Le soldat Washington fut convoqué à la ferme une demi-heure plus tard. Il se tint au garde-à-vous, juste à l'intérieur de la porte, son uniforme couvert de poussière par la tournée de ravitaillement du matin, mais autrement impeccable. « Repos, soldat », dit le colonel Harrison. « Le capitaine Miller me dit que vous avez un ensemble de compétences peu ordinaires. » Ou, « Mon colonel, je ne suis pas sûr de comprendre ce que le capitaine veut dire, » répondit Washington, son accent de Géorgie se faisant plus prononcé sous le regard de tant d'officiers. Miller s'avança. « Votre fronde, Washington. Je vous ai vu l'utiliser pendant les temps morts. Le capitaine Lewis, ici présent, affirme que vous pouvez toucher une boîte de rations à 100 yards. » Washington resta impassible, mais ses yeux se tournèrent vers le capitaine Lewis, qui hocha légèrement la tête. Les militaires afro-américains avaient appris que se faire remarquer n'amenait que rarement quelque chose de positif. « Ce n'est qu'un passe-temps pour tuer le temps, mon colonel, » dit prudemment Washington. Harrison étudia le jeune marine. « Soldats, nous avons un tireur d'élite allemand qui cloue tout ce bataillon sur place. Il est dans ce clocher d'église. » Il désigna par la fenêtre la flèche lointaine qui se découpait au-dessus des arbres. « Les approches classiques ont échoué. J'ai besoin de savoir honnêtement si vous pensez pouvoir toucher une cible dans cette tour depuis notre position avancée. » Washington s'approcha de la fenêtre et observa l'église au loin. Quel type de cible mon colonel l'Allemand lui-même serait l'idéal, mais ce serait demander un miracle. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui l'oblige à abandonner sa position. La tour a des ouvertures en plein cintre sur tous les côtés, ce qui lui donne un champ de tir à 360 degrés. Washington resta silencieux pendant près d'une minute, calculant distances et angles dans sa tête. La pièce était totalement silencieuse, les officiers rassemblés, observant ce développement inattendu avec des degrés d'incrédulité variés. « Je pourrais le faire, mon colonel, » dit enfin Washington, « mais j'aurai besoin des bons projectiles. Des pierres ordinaires ne seront pas assez lourdes. Qu'est-ce qui serait idéal ?» demanda Harrison. « Des billes d'acier, mon colonel. Un quart de pouce, et il faudra que je m'approche à moins de 200 yards. » Le sergent-chef Frank Davis, sous-officier le plus haut gradé du bataillon, prit la parole depuis un coin de la pièce. « Nous avons des billes d'acier dans le kit de maintenance des half-tracks, un quart de pouce exactement. » Harrison hocha lentement la tête. « Vous amenez jusqu'à la position avancée, c'est la partie facile. Washington, je dois être parfaitement clair. Ceci est entièrement volontaire. Ce n'est pas votre mission assignée, et personne ne pensera moins de vous si vous refusez. » Washington se redressa encore davantage. « Je comprends, mon colonel. Je me porte volontaire. » Ce qui suivit fut documenté par 3 officiers, différents dans leur rapport. Le soldat Washington
reçut une petite sacoche contenant 20 billes d'acier et fut escorté vers la position avancée américaine, à environ 190 yards du clocher de l'église. Une action de diversion avait été planifiée avec des tirs de mortier, dirigés vers les positions allemandes, situées de l'autre côté du village, à l'opposé de l'église. Le sergent-major Davis accompagna Washington ainsi qu'un opérateur radio, le caporal Thomas Jenkins. Davis s'était d'abord opposé au fait d'exposer un simple soldat logistique à un tel danger, mais Harrison l'avait contredit. « Mon colonel, avec tout le respect que je vous dois, nous parlons d'un gamin avec une fronde contre un tireur d'élite allemand entraîné, » avait protesté Davis. « Je suis conscient des risques, sergent-major, » répondit Harrison. « Mais ce gamin est un marine des États-Unis, et pour l'instant, il est notre meilleure option. » Les trois hommes atteignirent la position avancée à 07h30, se mettant à couvert, derrière le mur de pierre, où Washington s'était trouvé plus tôt dans la matinée. Le clocher se dressait dans le ciel qui s'éclaircissait à environ 192 yards, selon le télémètre de Davis. « Je vois 3 ouvertures en plein cintre depuis cette position, » dit Davis à voix basse, en abaissant ses jumelles. « L'Allemand se déplace entre elles, mais il privilégie celle orientée vers nos forces principales. » Washington retira son casque, le posa à côté de lui, puis sortit sa fronde, une branche en forme de dolichompelle équipée de tubes chirurgicaux fixés à une poche en cuir. L'arme artisanale paraissait ridiculement primitive comparée aux machines de guerre modernes qui les entouraient. Jenkins informait l'état-major que nous sommes en position, ordonna Davis. Dites-leur de lancer la diversion dans 2 minutes. Washington choisit une bille d'acier dans sa sacoche et la plaça dans la pochette de cuir de sa fronde. « Sergent, quand la diversion commencera, je devrais me lever pour obtenir le bon angle. Pouvez-vous me dire exactement où il se trouve à ce moment-là » Davis hocha la tête. « Je vous guiderai. Faites juste vite. » À 07h35, précisent les mortiers américains, ouvrir le feu sur les positions allemandes à la lisière orientale du village. Le crump caractéristique des explosions fut suivi par le crépitement des mitrailleuses, les forces allemandes réagissant à ce qu'elles croyaient être le début d'une attaque américaine. « Maintenant, » murmura Davis, « arcade centrale. Il se déplace vers la droite. » Washington se leva d'un mouvement fluide, tira la fronde jusqu'à sa pleine extension. Sa respiration ralentit une technique qu'il avait développée en chassant le lapin, quand chaque tir pouvait décider si la famille mangeait ou non. La distance dépassait de plus, du double tout ce qu'il avait tenté auparavant, et la cible était partiellement dissimulée dans l'ombre de l'arcade. Davis observa à travers ses jumelles la bille décrire une trajectoire haute dans le ciel, du matin se dirigeant vers l'arcade ouverte du clocher. Même avec son œil expérimenté, il perdit de vue le minuscule projectile sur le fond du ciel lumineux à l'est. Ce qui se produisit dans le clocher fut reconstitué plus tard grâce aux rapports allemands capturés après la bataille. Selon un rapport déposé par Unteroffizier Wilhelm Bauer, l'observateur de Schmid, la bille frappa le mur de pierre de l'arcade, à environ 15 cm de la tête du tireur allemand, projetant une gerbe d'éclats de pierre. L'un de ces fragments heurta l'œil droit de Schmidt, le rendant momentanément aveugle et le faisant reculer brusquement, renversant son fusil et produisant suffisamment de bruit pour révéler sa position exacte aux forces américaines. « Est-ce que je l'ai eu ?» demanda Washington, chargeant déjà une nouvelle bille. « Négatif, » répondit Davis, la voix tendue. « Mais il s'est passé quelque chose. Il y a du mouvement dans la tour. » Washington tira 3 autres coups en succession rapide. D'après le rapport de Bauer,
Ces projectiles frappèrent divers points dans la tour, produisant d'autres éclats et ajoutant à la confusion. Schmitt, à moitié aveuglé et convaincu d'être visé par une nouvelle arme inconnue, ordonna un retrait immédiat. En quelques minutes, les forces américaines virent plusieurs soldats allemands évacuer l'église. Harrison ordonna aussitôt une frappe de mortier concentrée sur le bâtiment, maintenant qu'il n'y avait plus de risque pour les troupes américaines. L'église ne fut pas détruite, mais les Allemands ne purent plus réoccuper cette position avantageuse. À 11h00, les forces américaines avaient sécurisé le village et poursuivaient leur avance le long de la route stratégique. Le bataillon ne subit aucune perte supplémentaire ce jour-là. Dans son rapport officiel, le lieutenant-colonel Harrison attribua la réussite de l'opération aux tactiques innovantes et aux compétences spécialisées du personnel du bataillon. Aucune mention spécifique ne fut faite du soldat Washington, ni de son arme non orthodoxe. Le capitaine Miller, cependant, inclut un récit complet dans son journal personnel. J'ai vu aujourd'hui quelque chose qui défie la doctrine militaire conventionnelle. Un simple soldat muni d'une fronde artisanale a accompli ce qu'une compagnie entière de Marines, dotée d'armes modernes, n'a pas réussi. Washington n'a pas vaincu l'ennemi par une puissance de feu supérieure, mais par la précision, l'habileté et l'effet de surprise. Il y a là une leçon qui, je le crains, se perdra dans les rapports officiels. L'histoire aurait d'ailleurs pu être oubliée si le caporal Jenkins ne l'avait pas mentionné dans une lettre à son frère. Les gradés ne le reconnaîtront jamais officiellement, mais un marine de couleur nommé Washington a sauvé toute l'opération avec rien d'autre qu'une fronde. Les gars l'appellent David maintenant, comme dans l'histoire biblique. Il est gêné par toute cette attention, mais vous devriez voir à quel point tout le monde le traite différemment. Même les hommes les plus préjugés de l'unité ont changé d'attitude. Pour Washington, les conséquences furent toutefois complexes. Au sein de son unité, son statut fut transformé du jour au lendemain. Les Marines qu'il avait auparavant ignorés ou marginalisés l'incluaient désormais dans leurs conversations hors service et partageaient avec lui des denrées précieuses comme le chocolat envoyé dans les colis de leur famille. Les sous-officiers supérieurs, qui lui assignaient autrefois les tâches les plus difficiles, veillaient maintenant à ce qu'il reçoive un traitement égal. 2 semaines après l'incident, le capitaine Miller convoqua Washington dans son bureau improvisé, installé dans une ferme française réquisitionnée. « Soldat, dit Miller, j'ai tenté de soumettre votre nom pour une recommandation, mais on m'a informé qu'en raison de la nature inhabituelle de l'opération et d'autres considérations, une reconnaissance officielle n'est pas possible pour le moment. » Le visage de Washington resta impassible. « Je comprends, mon capitaine. » L'irritation de Miller était visible. « Je ne crois pas que vous compreniez, Washington. Vous avez accompli un acte extraordinaire qui a sauvé des vies. Vous méritez d'être reconnu. Permission de parler librement. » Miller hocha la tête. « Je ne l'ai pas fait pour être reconnu, mon capitaine. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et que j'étais capable de le faire. Cela me suffit. » Miller observa longuement le jeune marine. « Est-ce ce que vous voulez que je dise au colonel Harrison, que vous êtes satisfait sans aucune reconnaissance officielle ?» Washington réfléchit un instant. « Mon capitaine, chez moi, j'utilisais cette même fronde pour mettre de la nourriture sur la table pendant les pires années. Personne ne m'a donné de médaille pour ça non plus. Je suis un marine, j'ai fait mon travail. » La conversation fut interrompue par l'arrivée du sergent-major Davies, qui frappa brièvement avant d'entrer. « Mon capitaine, de nouveaux ordres du régiment. Nous partons demain à 05h00. »« Merci, sergent-major, » répondit Miller. Alors que Davis s'apprêtait à sortir, Miller le rappela. « Davis, quelle était votre évaluation de l'action du soldat Washington à l'église ?»
Davis jeta un regard à Washington, puis à Miller. L'un des meilleurs exemples d'ingéniosité américaine que j'ai vu en 2 théâtres de guerre, mon capitaine. Yep. Après le départ de Davis Miller, ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte. Ce n'est pas officiel, Washington, c'est juste quelque chose provenant des hommes de la compagnie. Washington ouvrit la boîte et découvrit un petit écusson en métal, manifestement façonné à partir d'une pièce de rebut par quelqu'un ayant des compétences en métallurgie. Gravé grossièrement à sa surface se trouvait l'image d'une fronde, accompagnée des mots « The Giant Killer ». Le sergent Peterson l'a fabriqué, expliqua Miller. Il était métallurgiste avant la guerre. Washington tint la médaille artisanale avec soin. « Merci, mon capitaine. Cela compte plus que n'importe quelle reconnaissance officielle. » La conversation entre Miller et Washington fut consignée dans le journal personnel de Miller, l'un des rares témoignages écrits, donnant le point de vue de Washington sur l'événement. La médaille improvisée, cependant, fut mentionnée par plusieurs Marines dans leurs lettres, indiquant que l'histoire s'était largement répandue dans l'unité. 2 mois plus tard, l'unité de Washington se trouva engagée dans de violents combats lors de l'avancée alliée vers l'Allemagne. Au cours d'un affrontement intense près de la frontière franco-belge, Washington fut séparé de son escouade, alors qu'il livrait des munitions à une position avancée. Ce qui suivit fut rapporté par le soldat Henry Williams, un autre marine afro-américain, devenu le plus proche ami de Washington dans l'unité. Selon Williams, Washington rencontra 3 soldats allemands qui avaient infiltré les lignes américaines. Armé seulement de son pistolet et de sa fronde, toujours présente, Washington neutralisa un soldat avec son arme de poing, puis se retrouva à court de munitions. Washington m'a dit qu'il n'avait même pas réfléchi, écrivit Williams dans une lettre adressée à la mère de Washington après la guerre. Il a juste plongé la main dans sa poche, chargé sa fronde et tiré. Il a atteint l'Allemand en plein entre les yeux, avec une bille d'acier à une 30aine de yards. Le 3e s'est rendu immédiatement. Cet incident lui valut une promotion sur le champ, au grade de caporal, ainsi qu'une réputation officieuse dans tout le régiment. Des prisonniers allemands auraient même demandé des informations sur l'Américain à la fronde, preuve que son histoire avait atteint les rangs ennemis. En décembre 1944, l'unité de Washington se trouvait dans l'est de la Belgique lorsque les Allemands lancèrent ce qui deviendrait la bataille des Ardennes. L'offensive soudaine surprit de nombreuses unités américaines, provoquant le chaos sur les lignes. Le général de brigade Anthony McAuliffe, commandant par intérim de la 101e division aéroportée, établit un périmètre défensif autour de Bastogne, un carrefour routier crucial que les Allemands devaient absolument capturer pour poursuivre leur avance. L'unité de Washington, qui se dirigeait initialement vers une autre mission, fut intégrée aux forces défensives autour de la ville. Pendant 7 jours, les forces américaines tinrent Bastogne, malgré l'encerclement complet. Les munitions devinrent dramatiquement rares et un rationnement strict fut imposé à toutes les unités. C'est durant cette période que l'aptitude singulière de Washington se révéla à nouveau précieuse. Selon de nombreux témoignages, Washington mena de petits groupes de Marines lors de missions nocturnes visant à récupérer des munitions sur des véhicules détruits et sur des soldats tombés dans le No Man's Land, séparant les lignes américaines et allemandes. Sa capacité à se déplacer, silencieusement développée pendant des années de chasse, le rendait particulièrement efficace dans ses opérations dangereuses. Le 22 décembre, Washington et 3 autres Marines revenaient d'une de ces missions lorsqu'ils tombèrent sur une patrouille de reconnaissance allemande.
Ils se retrouvèrent coincés derrière un half-track américain hors d'usage. Leur situation était précaire. Ils avaient récupéré une quantité importante de munitions, mais hésitaient à s'en servir de peur de révéler leur position à des forces allemandes plus importantes dans la zone. Le sergent William Peterson, le métallurgiste qui avait fabriqué la médaille non officielle de Washington, faisait partie du groupe. Dans son témoignage personnel, rédigé en 1972, il décrit ce qui se passa ensuite. Washington a sorti sa fronde et l'a chargée avec quelque chose que je ne pouvais pas identifier dans l'obscurité. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a simplement murmuré « créer une diversion ». Il tira 3 fois en succession rapide, envoyant ses projectiles bien au-delà de la patrouille allemande, dans les arbres situés environ 50 yards derrière eux. Les objets que Washington avait tirés étaient des fusées éclairantes d'urgence endommagées et jugées inutilisables pour leur fonction initiale. Lorsqu'elles heurtèrent les arbres, cependant, elles s'enflammèrent, donnant l'impression que des forces américaines tiraient depuis l'arrière de la position allemande. La patrouille d'Allemande, croyant être prise dans un étau, se replia précipitamment, permettant à Washington et son équipe de regagner leur ligne avec les munitions récupérées. Cette utilisation inventive de la fronde comme système de lancement de fusées improvisées fut signalée dans le rapport de fin d'action de Peterson, bien que les dossiers officiels ne mentionnent qu'un emploi réussi de tactiques de diversion. La réputation de Washington ne cessa de croître au sein de son unité et des forces voisines à mesure que la guerre en Europe approchait de sa fin. Sa fronde devint une sorte de porte-bonheur pour les Marines, qui servaient avec lui, beaucoup se fabriquant même des versions artisanales, bien qu'aucune n'atteignit la précision remarquable de Washington. En avril 1945, alors que les forces américaines pénétraient. En Allemagne, Washington avait été promu sergent et placé à la tête d'une petite équipe de reconnaissance. Son dernier usage documenté de la fronde au combat eut lieu lors de la traversée du Rhin. L'équipe de Washington était chargée d'établir un poste d'observation sur la rive est avant l'arrivée de la force principale. Se déplaçant sous couvert de l'obscurité, ils atteignirent leur position désignée, mais se retrouvèrent à moins de 50 yards d'un nid de mitrailleuses allemands non détectés par le renseignement. Dans l'impossibilité de se replier sans être repérés et refusant d'engager un combat qui aurait alerté des forces allemandes plus importantes, Washington se tourna à nouveau vers son arme non conventionnelle. Utilisant des boulettes de boue compactées autour de petites pierres, il visa méthodiquement différentes zones autour de la position allemande, produisant une série d'impacts discrets à divers endroits. Le lieutenant Richard Cooper, l'officier, qui avait autorisé la mission de reconnaissance, inclut cet incident dans son rapport. Le sergent Washington a utilisé des matériaux locaux pour créer l'illusion qu'une force américaine, bien plus nombreuse, prenait position autour de l'emplacement ennemi. L'ennemi croyant être sur le point d'être encerclé, a abandonné sa position sans tirer un seul coup, permettant à notre équipe d'observation de mener sa mission sans être détectée. Cette opération psychologique démontra une compréhension sophistiquée de la psychologie du combat, dépassant largement la simple adresse au tir. Washington avait efficacement transformé la peur et l'incertitude allemande en armes atteignant son objectif sans tirer une seule munition conventionnelle. Lorsque l'Allemagne capitula, en mai 1945, Washington avait accumulé un palmarès impressionnant, bien que largement non officiel. Son dossier personnel contenait des recommandations de 6 officiers différents, même si aucune ne mentionnait explicitement sa fronde. La structure militaire formelle avait du mal à catégoriser ou reconnaître des contributions aussi atypiques. Le capitaine Miller, promu major d'ici la fin de la guerre,
fit une dernière tentative pour obtenir une reconnaissance officielle du service unique de Washington. Dans une lettre adressée au comité de distinction du corps des Marines, datée du 12 juin 1945, Miller écrivit « Le sergent Washington représente les plus hautes traditions du service militaire américain. Son ingéniosité, son courage et sa volonté d'employer des solutions non conventionnelles face aux défis du champ de bataille ont sauvé de nombreuses vies américaines et ont contribué de manière substantielle à notre efficacité au combat. Bien que ces méthodes n'entrent pas proprement dans les catégories établies de décoration, je soutiens que cela même constitue la preuve du caractère exceptionnel de son service. » La réponse du comité datée du 3 juillet reconnaissait le service de Washington, mais indiquait que les cadres actuels de distinction ne permettaient pas de récompenser de manière adéquate les activités décrites. Ils suggérèrent que les contributions de Washington seraient mentionnées dans les histoires d'unité et les récits informels. Comme prévu, même si la reconnaissance officielle resta insaisissable, l'histoire de Washington se propagea dans les réseaux de vétérans après la guerre. L'incident de la Fronde devint une part du folklore des Marines, souvent raconté aux nouvelles recrues, comme exemple d'innovation tactique et de l'importance de penser autrement. Washington lui-même retourna en Géorgie après sa démobilisation en 1946. Utilisant les compétences acquises chez les Marines, il fonda une petite entreprise de construction spécialisée dans les travaux de précision. D'anciens Marines de son unité vinrent souvent chercher du travail auprès de lui, ce qui finit par donner à l'entreprise le surnom de « Slingshot Builders », un nom que Washington avait d'abord rejeté avant de l'adopter. En 1969, lors d'un événement commémorant le 25e anniversaire du débarquement, Washington reçut enfin la Bronze Star pour ses actions durant la campagne d'Europe. La citation évitait soigneusement de mentionner la Fronde, parlant plutôt de solutions tactiques innovantes et de techniques de combat non conventionnelles, mais efficaces. Interviewé par un journal local, après cette reconnaissance tardive, Washington fit preuve de la même humilité que durant toute sa carrière militaire. « J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire, dit-il. Comme tous les autres. J'avais juste un outil différent, c'est tout. » L'impact véritable de l'approche non conventionnelle de Washington dépassa largement les succès tactiques immédiats qu'elle permit. Dans les analyses d'après-guerre sur l'efficacité au combat, les théoriciens militaires commencèrent à accorder plus d'importance à l'adaptabilité et à l'innovation au niveau du soldat individuel. Les programmes d'entraînement furent progressivement modifiés pour encourager la résolution créative de problèmes en parallèle de la doctrine traditionnelle. Le major Robert Miller, qui atteignit plus tard le grade de colonel, avant de prendre sa retraite en 1967, devint un ardent défenseur de ce qu'il appelait le principe de Washington, l'idée que la victoire dépend souvent, non pas d'une force supérieure, mais de l'utilisation inattendue des ressources disponibles. Dans un article publié en 1972 dans le Marine Corps Gazette Miller, écrivit « L'arme la plus précieuse dans n'importe quelle unité militaire ne se trouve pas dans son arsenal, mais dans l'esprit de son personnel. » La Fronde de James Washington fut efficace, non pas grâce à sa puissance intrinsèque qui était minimale, mais parce qu'elle fut employée dans un contexte où personne ne s'y attendait. Ce principe selon lequel l'usage inattendu l'emporte souvent sur la puissance conventionnelle devrait guider notre approche de l'entraînement et du développement du matériel. Lorsque Washington décéda en 1988, ses funérailles furent suivies par des dizaines d'anciens Marines, dont 3 généraux à la retraite. Sa fronde, d'origine soigneusement conservée depuis la guerre, fut donnée au musée du corps des Marines,
où elle reste exposée avec une simple plaque, la décrivant comme une arme non conventionnelle, utilisée avec une efficacité extraordinaire. Théâtre européen, 1944-1945. Le clocher de l'église en France, qui porte encore les marques des billes d'acier de Washington, est devenu un lieu de pèlerinage officieux pour les Marines, servant en Europe. Les visiteurs déposent souvent de petits cailloux sur le rebord de la fenêtre, où Schmidt était posté, un hommage aux marines qui prouva que l'innovation et l'habileté pouvaient surmonter des obstacles qui semblaient impossibles. L'épitaphe la plus juste, pour la contribution unique de Washington, fut peut-être prononcée par le soldat Henry Williams, qui survécut à la guerre et demeura l'ami fidèle de Washington jusqu'à la fin. Dans son éloge funèbre, Williams déclara « James n'a jamais vu quoi que ce soit de spécial dans ce qu'il faisait. Pour lui, cette fronde n'était qu'un outil parmi d'autres comme un fusil ou une radio. Ce qui le rendait exceptionnel, ce n'était pas la fronde en elle-même. C'était sa volonté d'utiliser ce qu'il connaissait, quand tout le monde cherchait une solution plus compliquée. Il nous a rappelé que parfois la réponse n'est pas plus de puissance de feu, ni plus d'hommes, ni plus quoi que ce soit. Parfois la réponse, c'est simplement de regarder le problème autrement. Aujourd'hui, dans les milieux académiques militaires, l'histoire de Washington n'est pas étudiée comme une anomalie, mais comme un exemple précoce de résolution asymétrique de problèmes dans la guerre moderne. La solution de la fronde, comme on l'appelle parfois, est devenue un raccourci conceptuel pour désigner une approche où l'on répond à une force écrasante, non pas par une force équivalente, mais par des tactiques inattendues. Pour les Marines qui avaient servi avec lui toutefois, Washington représentait quelque chose de plus simple et de plus profond, l'esprit américain, d'innovation appliquée directement au chaos du combat, comme le formula un vétéran. Washington ne se contentait pas de penser en dehors du cadre. Pour lui, le cadre n'existait tout simplement pas. Et ainsi s'achève notre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Quelle partie de ce récit historique vous a le plus surpris? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale et regardez la vidéo affichée à l'écran pour découvrir un autre récit incroyable de l'histoire. À la prochaine.